Nous sommes le 1er août 1987, dans la commune rurale d'Hurley, en Iowa. Hurley était une petite ville où il faisait bon vivre. Tout le monde se connaissait. On formait une communauté soudée. C'était l'endroit parfait pour poser ses valises et fonder une famille. Tous les enfants du coin sont réunis pour jouer au baseball. Ils sont venus fêter les 6 ans de Dustin, le fils de Mona Whitty. Hit it, Dustin. Run. Dustin, go back to first base. You're going to be out. Dustin adorait être entouré de ses amis et de sa famille. On recevait beaucoup de monde et il s'amusait toujours énormément. Ce jour-là, tout le monde s'amusait, rigolait, on passait un bon moment. Mona rencontre Brett Whitty, le père de Dustin, en 1979 sur un chantier de construction à Afton, en Iowa. J'ai complètement craqué pour lui dès la première seconde où je l'ai vu arriver. Son travail consistait à conduire des engins de chantier. Ils étaient de la marque Bobcat, donc je l'appelais mon Bobcat Baby. Il était tout le temps en train de rigoler et de faire des blagues. On s'est mariés 1 an après notre rencontre, le 14 mars 1981, pour être précise. Les jeunes tourtereaux déménagent dans la petite ville tranquille d'Hurley. L'endroit rêvé pour démarrer une nouvelle vie. Tout ce que j'espérais désormais, c'était avoir des enfants. Ça faisait des années que j'attendais ça avec impatience. Pour moi, devenir mère, c'était la plus belle chose qui puisse m'arriver. Le rêve de Mona ne tarde pas à être exaucé. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai sauté de joie. J'avais l'impression de flotter sur un petit nuage. J'allais avoir un bébé. Honnêtement, j'arrivais à peine à y croire. 9 mois plus tard, Mona et Brett deviennent les heureux parents de Dustin. J'étais une maman complètement gaga. Je m'extasiais devant ses moindres faits et gestes. Le voir grandir et apprendre de nouvelles choses. Et c'était un bonheur sans cesse renouvelé. J'adorais ça. J'étais la plus heureuse des femmes. Mona et Brett s'épanouissent dans leur rôle de parents. En 1987, ils décident d'avoir un 2e enfant. Cette fois, c'était une petite fille. Inutile de dire que j'étais aux anges. Notre famille s'agrandissait. C'était ce dont j'avais rêvé toute ma vie. C'était une enfant adorable, toujours souriante et enjouée. Rien pouvait l'amuser. Alors que les années passent, Mona n'oublie jamais de filmer les moments importants. Ma mère sortait la caméra à la moindre occasion. Il n'y avait même pas besoin que ce soit une journée spéciale. Are you getting your work done, Dustin? Are you getting your work done? You don't know how to talk, do you? Get out of here and don't do my homework. C'était une époque merveilleuse et je voulais absolument garder un souvenir de chaque instant. What are you doing? Huh? Holding your baby? Is he being good? La petite Ashley, 4 ans, va bientôt pouvoir arrêter de faire semblant. En avril 1990, elle et Dustin sont filmés par leur père alors qu'ils s'apprêtent à rencontrer leur nouvelle petite sœur. Ça, c'était du Brett tout craché. Il a pris une pancarte, une bombe de peinture, et il a écrit dessus « C'est une fille !» Sur le coup, j'ai dit
C'est moche. Mais c'était quand même adorable de sa part. Did you paint it? Yeah. What color? Chevrolet orange on white. It's supposed to be pink. I don't have no pink paint. I got pink paint. You gotta be careful. She's just a little baby. Dustin et Ashley sont un peu hésitants face au bébé. Mais Ruth, la mère de Mona, leur montre comment s'y prendre. Heureusement, ils étaient tous les deux très doux et attentionnés. Look here, Ashley. Look at the little feeties. Look at the feet just stuck out. Je me revois encore assise là, le sourire aux lèvres. Avoir toute ma famille réunie autour de moi, c'était un moment très émouvant. Hi, Vienna. Wow, what's Daddy doing to me? I can't see her all. Maintenant que Brian a rejoint la famille, Brett et Mona sont en infériorité numérique. Daddy doing to me? Et ce n'est pas de tout repos, loin de là. Maintenant qu'on était une famille de 5, l'ambiance était survoltée. Surtout lorsque Mona décide de se reconvertir dans l'immobilier. What, Dustin? This is me sing. Happy birthday. Mais elle et Brett sont prêts à relever le défi. On ne se rendait pas compte de la quantité de travail que ça représentait. Happy birthday. Mais la maison était pleine de vie et on rigolait bien, donc ça nous allait. Chaque fête est célébrée comme il se doit. What are we gonna do, guys? Ma mère mettait le paquet pour Halloween. C'était une de ses fêtes préférées. Do you want to cut our faces out? Turn the faces around. Mon père s'occupait de creuser les citrouilles. On dessinait des visages et des motifs très élaborés et nos parents passaient ensuite des heures à les sculpter. Voilà qui explique pourquoi Brett est aussi épuisé. Dad always looks so thrilled about everything we do. Daddy, are you funny? There you go. Reach in there, grab some more. First, it was like, ooh and goo, cleaning out the pumpkin. Fun, isn't it? Yeah. Il y avait des morceaux de citrouille tout gluants partout. Go over there. Pumpkin carving at the Weedy household. Bien que ce ne soit pas toujours facile, les Weedy ont créé leur propre version de la famille idéale. Brianna in here picking on her daddy and his clothes. Aren't ya? Aren't ya? Do you know what no means? Je me souviens de cette période comme étant très chaotique. Daddy gonna get you? Je me disais, c'est de la folie cette famille. Mais même si c'était fatigant, Can't see quite. on était heureux. Can you pick me up, please? En 1998, 17 ans après l'arrivée des Weedy à Hurley, Ashy. de nouveaux voisins font leur apparition. Tracy et Michael Roberts. Peu de temps après s'être installés à Hurley, les Roberts m'ont contacté. Car ils voulaient que je sois leur agente immobilière. Tracy et Michael arrivent tout droit de Chicago avec leur fils de 7 ans, Burt, et la petite dernière, Noah. On a fait connaissance et à force de passer du temps ensemble, on a fini par devenir assez proches. Les deux familles s'entendent bien. Tracy était très gentille. Elle prenait soin des gens autour d'elle. Elle était toujours agréable et de bonne humeur quand on se voyait. Peu à peu, j'ai commencé à les considérer comme des amis, elle et son mari. Tracy ne tarde pas à se confier à Mona, notamment à propos de sa vie d'avant. On se voyait assez souvent.
Au bout d'un moment, après être allé chez elle plusieurs fois, Tracy a évoqué son premier mari. Tracy explique à Mona que son fils Burt est issu d'un précédent mariage avec un chirurgien esthétique, John Pittman. Leur divorce date d'il y a 2 ans. Peu après, elle rencontre Michael et l'épouse au bout de 18 jours. Je trouvais qu'ils formaient un beau couple. Ils allaient très bien ensemble. Ça faisait plaisir à voir. On sentait qu'ils étaient heureux, qu'ils s'aimaient et qu'il y avait quelque chose de fort entre eux. Michael, un fervent chrétien, est à la tête d'une entreprise informatique. Il décide donc d'ouvrir boutique à Hurley. Michael voulait aider notre communauté à se développer. Il avait de grands projets et il espérait réussir à les concrétiser. Dans l'ensemble, c'était un couple très sympathique et agréable. Alors que Mona se fait de nouveaux amis, Dustin, 17 ans, ne peut pas en dire autant. Dustin s'est mis à passer tout son temps dans le sous-sol de la maison qu'on avait transformé en salon. Et généralement, il préférait rester tout seul. Dustin se coupe du monde extérieur et se réfugie dans les jeux vidéo. Il avait l'impression d'être différent des autres et il était persuadé que personne l'aimait. Un jour, il m'a demandé « Maman, c'est quoi mon souci ?» Et je l'ai regardé et je lui ai dit « Dustin, tu es parfait comme tu es. » Et là, il m'a juste souri, comme d'habitude. Dustin a beau essayer de faire bonne figure devant sa mère, il subit de terribles brimades à l'école. Il était plus discret que les autres et il était souvent seul. Donc ça faisait de lui une proie facile. Plus les années passaient, plus la situation empirait à l'école. Il avait beaucoup de mal à s'intégrer. Le problème, c'est qu'il suffit qu'une seule personne vous embête pour que les autres lui emboîtent le pas. C'est comme ça que finalement, tout un groupe s'est mis à harceler Dustin. Et du coup, il s'est replié sur lui-même. Mona se tourne vers des spécialistes. On a fait je ne sais pas combien d'allers-retours chez différents médecins, à droite, à gauche, tout ça pour essayer de comprendre et savoir si Dustin souffrait d'un problème psychologique. Malheureusement, Mona n'obtient aucune réponse. Tous les médecins que je suis allée voir, sans exception, lui ont diagnostiqué une maladie différente. Malgré sa solitude, Dustin s'accroche et finit par obtenir son diplôme en mai 2000. Thomas, Dustin, Brett, Weedy. Mona et Brett sont enchantés. Évidemment, vu son nom de famille, il est passé parmi les derniers. On était fiers de lui. Dustin n'a qu'une hâte, tourner la page. Une fois de retour à la maison, c'est l'heure de la fête. C'était un exploit qu'il ait réussi à finir le lycée. Donc après la cérémonie, on a organisé une très grosse fête pour célébrer son diplôme. Comme d'habitude, Mona ne ménage pas ses efforts. On s'est levé aux aurores pour cuisiner. On a préparé plein de bonnes choses. J'ai accroché des photos un peu partout. Tous nos proches ont fait le déplacement. C'était une fête très réussie. C'est ma grand-mère et sa sœur qui ont fait et décoré les gâteaux. Elles ont aussi préparé des petits bonbons à la menthe, car c'était leur spécialité. Tout avait été cuisiné avec amour par des gens de la famille, comme à chaque fois qu'on se retrouvait tous ensemble. J'oublierai jamais cette journée. Je me souviens que Dustin avait l'air un peu nerveux, mais je sentais aussi qu'il était fier de lui.
Il est temps de penser à l'avenir. Évidemment, Brett et moi, on voulait le meilleur pour Dustin. On se doutait depuis un moment que s'il décidait d'aller à l'université, ce serait pour suivre des études en rapport avec l'informatique. Ça arrivait souvent que mon frère démonte puis remonte un ordinateur pour voir comment il fonctionnait. On le surnommait notre petit Einstein. Here comes Dad. You feel better? Yeah. Let it all hang out. Hi, Ashley. I'm Dustin. Brianna. Hi. Hi. Here's me. Can you see me? À l'été 2000, les enfants Weedy ont bien grandi. This will be unbelievable. But look at that background. Ils sont en voyage avec leurs parents. On devait aller dans le Colorado pour un mariage. On s'est dit que c'était l'occasion de jouer les touristes et de visiter la région. Look up there, honey. You're gonna be above the clouds. You gotta go up a mile yet. On s'arrêtait à tous les points de vue pour prendre des photos. C'était impressionnant de grimper jusqu'en haut. Smile. Dustin a failli ne pas être de la partie. Au début, Dustin ne voulait pas venir avec nous dans le Colorado. On lui a dit « Quoi? Mais si, viens! Tu vas quand même pas rester à la maison tout seul. » Mais il n'en démordait pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai cédé. On n'avait même pas fait 10 kilomètres qu'il m'a appelé. « Maman, j'ai changé d'avis. » All right, Dustin. Ses vacances lui remontent le moral. Mais Mona connaît son fils mieux que personne. Et elle sait qu'il va mal. J'étais inquiète pour Dustin. Je voyais bien qu'il était malheureux. Quand je lui en parlais, il se cachait toujours derrière un grand sourire. Mais je savais que c'était juste une façade. C'était sa façon à lui de dissimuler toute la souffrance qu'il avait au fond de lui et dont il ne voulait pas parler. They talk fast. Quelques mois plus tard, à Noël, Dustin ne va toujours pas mieux. Mais le reste de sa famille est d'humeur festive. Ils sont tous réunis chez Ruth, la grand-mère, à Creston, en Iowa. On s'entassait tous dans le salon. Entre les tantes, les oncles et les cousins, on était facile 20 ou 30. Donc autant dire qu'on se marchait un peu dessus. Perdu au milieu de ce joyeux désordre, Dustin est en retrait. Tout le monde s'agitait dans tous les sens. Mais Dustin parlait quasiment à personne. Il préférait rester dans son coin à observer les autres. Here we are, Christmas 2000 at Grandma Ruth's. This is before destruction hits. Nous sommes en 2001. Dustin est de plus en plus distant, ce qui inquiète sa famille. Comme si cela ne suffisait pas, il a récemment perdu son emploi dans l'usine d'éthanol de la région. Une aide inattendue apparaît en la personne de Michael Roberts. Ce voisin et ami de la famille vient d'embaucher Mona dans sa société informatique. Un jour, j'ai mentionné en passant à Michael que Dustin avait perdu son travail. Et là, il m'a dit, « Tu sais quoi? Je pourrais le prendre sous mon aile et lui donner quelques conseils. Ça lui permettrait peut-être de découvrir de nouvelles activités, d'élargir ses horizons et de repartir sur de bonnes bases en sachant ce qu'il veut. » Michael propose à Dustin d'aller jouer au paintball. Dustin a tout de suite accepté. Il était fou de joie. C'était une première pour lui. Il avait qu'une hâte, c'était d'y être. Le jour J, il était gonflé à bloc. À peine rentré, Dustin m'a dit « Maman, appelle Michael. Quand est-ce qu'on y retourne ?» Mona est reconnaissante à Michael de son aide.
Mais elle est encore plus touchée lorsque Brett fait un effort. La relation entre Dustin et son père était, comment dire, disons qu'ils n'étaient pas aussi proches qu'ils auraient pu l'être. Au fil du temps, ils ont chacun évolué dans des directions opposées. Malgré leurs différences de tempérament, Brett aime son fils plus que tout. Et cet été-là, il se lance dans un nouveau projet qui, selon lui, plaira à Dustin. Brett s'est mis en tête de s'essayer aux courses automobiles Super 8. Il a acheté et retapé une voiture. C'était une vraie épave. Brett's car don't look too bad right now. We'll see what it looks like in a little bit. He's over at a driver's meeting. He's 64. Brett et Dustin ont beau s'être éloignés, ils partagent la même passion pour les voitures. Mon père et mon frère adoraient jouer les mécanos. C'était une activité qui les rapprochait. Le plan de Brett semble fonctionner. Son fils Dustin le soutient fièrement depuis les gradins. En cas de pépin, il est toujours là pour filer un coup de main. Dès que Brett avait un souci, Dustin courait le voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut réparer? Hey Brett, what place were you in till you lost? What place were you in till you lost or had to leave? C'était des moments privilégiés, rien qu'entre lui et son père. Mais alors qu'une relation renaît de ses cendres, une autre est sur le point de voler en éclats. Tracy m'a invitée chez elle. Et à un moment, alors qu'on discutait, elle m'a dit que ça allait pas trop avec Michael. Mona se retrouve mêlée aux problèmes conjugaux des Roberts. J'étais au travail en train de démarcher des clients au téléphone. Quand soudain, Tracy a surgi par la porte de derrière en hurlant. Elle était furieuse contre Michael. Michael s'est tourné vers moi et il m'a dit « Mona, je suis désolée, mais je vais devoir te demander de partir. » Donc j'ai pris mes affaires et je suis sortie. Peu de temps après cet épisode, Michael m'a donné de l'argent et m'a demandé de plus revenir travailler. J'ai trouvé ça bizarre. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Alors que l'année touche à sa fin, les Weedy s'éloignent peu à peu de la famille Roberts. Le 13 décembre, Mona fait les magasins pour Noël. Elle est heureuse car convaincue que Dustin est enfin sur la bonne voie. Dustin avait un rendez-vous chez l'orthodontiste à 13h. J'ai appelé la maison et c'est Brianna qui a décroché. Je lui ai demandé si Dustin était réveillé et elle m'a répondu « Oui, il est parti. Ses clés sont plus là. » Je me suis dit « Waouh, il est en forme ce matin. Déjà levé, douché et en route. » J'ai continué mes achats de cadeaux. Et puis mon téléphone a sonné. C'était mon neveu, Brandon. Il criait « Mona, il s'est passé quelque chose de très grave chez tes voisins. Ceux qui sont tes amis. » J'ai répondu « Quoi? Tu veux dire chez Michael et Tracy? » Oui, c'est ça. Apparemment, quelqu'un est mort. Sur le coup, en entendant ça, je me suis dit, soit Michael a tiré sur Tracy, soit le contraire. Le bureau du shérif du comté reçoit un appel. Le garçon au bout du fil est Bert, le fils aîné de Tracy âgé de 11 ans. Le shérif adjoint se précipite sur place. Tracy l'attend dehors, visiblement bouleversée. Elle n'arrêtait pas de répéter « il est en haut », tout en montrant du doigt le premier étage.
Le shérif adjoint est donc monté à l'étage. En s'approchant de la chambre des Roberts, il a vu un jeune homme étendu face contre terre dans une mare de sang. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la petite ville tranquille d'Hurley. Brett est entré en trombe dans la maison. Est-ce que Dustin est là? J'ai répondu, j'en sais rien. Et là, il m'a dit, je crois que sa voiture est garée devant chez les Roberts. On a tout de suite pris la route et on s'est rendu sur place. J'ai regardé les policiers et je leur ai demandé, est-ce que mon fils est là? Ils m'ont répondu oui. Est-ce que mon fils est mort? Et là encore, ils ont répondu oui. Je suis tombée à genoux et je me suis mise à hurler. Je veux le voir. Je veux le toucher. La police confirme que la victime est bien Dustin Weedy. Il a reçu 9 balles. On n'arrivait pas à comprendre ce qui avait bien pu se passer. C'était des gens qu'on connaissait. Pourquoi ils auraient tué Dustin? Bien que traumatisée, Tracy tente d'expliquer aux enquêteurs ce qui s'est passé. Elle leur a dit que son mari était en voyage d'affaires à Minneapolis et qu'il allait bientôt rentrer. Elle était en train de donner le bain à sa fille. Quand soudain, elle a cru entendre son mari monter l'escalier. Donc elle est allée l'accueillir. Mais il s'agissait en réalité de 2 inconnus. Craignant le pire, elle se précipite dans la chambre de son fils. C'est là que ces 2 individus l'ont prise à partie. L'un d'eux l'attrape par les cheveux. Les enquêteurs avaient déjà remarqué qu'elle avait une trace rouge autour du cou. Une blessure typique d'une strangulation. Or, des collants ont été retrouvés sur le sol de la cuisine. Tracy a expliqué à la police que les agresseurs s'étaient servis de ces collants pour essayer de l'étrangler. Elle perd brièvement connaissance. Elle s'est réveillée. Et elle les a entendus parler. Elle s'est alors rendue dans sa chambre pour essayer d'atteindre le coffre à droite du lit, dans lequel il y avait une arme. Alertés par le bruit qu'elle fait, les 2 agresseurs s'en prennent à nouveau à elle. L'un des 2 individus l'a violemment attrapée. Mais elle a réussi à ouvrir le coffre. Elle a saisi le pistolet et a appuyé sur la détente. Encore et encore. Elle a tiré plusieurs fois sans s'arrêter. L'agresseur s'effondre à terre et son complice prend la fuite. Au moment de sortir de la chambre, Tracy a vu que l'individu essayait de se relever. Tracy a beau le mettre en garde, l'homme n'écoute pas. Elle est donc obligée de tirer à nouveau. C'est là que Burt appelle les secours. C'est horrible. Personne s'attend à vivre un tel cauchemar, surtout dans une ville comme Hurley. Tracy apprend que l'homme qu'elle a tué est Dustin Weedy. Tracy a raconté aux enquêteurs que plus tôt dans la journée, Dustin était passé chez elle. Il voulait discuter avec Michael. Elle lui a expliqué qu'il était absent, mais il est resté devant la porte. Il avait un comportement bizarre. Tracy a fini par lui demander de s'en aller, mais il a refusé. Il est resté. Afin d'aider les policiers, Tracy fournit une description du 2e agresseur. Tracy leur a décrit l'individu comme étant grand, environ 1,80 m, avec des cheveux noirs ou brun foncé, et plus vieux que Dustin, entre 35 et 40 ans. Tandis qu'une chasse à l'homme commence, la police scientifique passe la voiture de Dustin au peigne fin. Quelque chose a attiré leur regard sur le siège passager, un cahier rose à spirale. Dustin Weedy avait écrit dedans.
Il était question d'un meurtre commandité. Apparemment, Dustin aurait été engagé pour suivre, surveiller, harceler et finalement tuer Tracy. Le cerveau de cette opération serait le docteur John Pittman, l'ex-mari de Tracy. Il est interrogé par la police de l'État de Virginie. Lorsque les enquêteurs ont appelé le docteur Pittman pour lui dire ce qui s'était passé, il est tombé des nues. Il est vrai qu'il connaît les Weedy. Le docteur Pittman nous a dit qu'il connaissait les sœurs de Dustin, ou en tout cas une de ses sœurs, car un jour, il avait fait appel à elle pour garder Burt. Mais la police ne trouve aucun lien entre lui et Dustin. De plus, il a un alibi en béton. Il travaillait dans un hôpital de Virginie le soir du drame. Le docteur Pittman est officiellement rayé de la liste des suspects. Mais alors, pourquoi Dustin aurait-il écrit son nom dans son carnet? Mona nous a avoué que Dustin avait déjà eu des troubles du comportement par le passé. Il n'a cependant jamais fait preuve de violence. Le cahier ne menant à rien, les enquêteurs se concentrent sur les autres indices et continuent à chercher le second individu. Tracy devient un phénomène médiatique. This person who's still out there, and as a mother, I have a natural instinct to want to protect my children. Elle est même invitée dans un célèbre talk show. Just been recently that I've come to terms with things because someone did lose their life. Michael est venu soutenir sa femme. I know because I was there that was the only thing I could do, and I have to keep telling myself that I did what I had to do to protect my family. Brett et Mona peinent à reprendre le dessus après la mort de leur fils. Ils refusent de croire qu'il ait pu faire du mal à qui que ce soit. C'était terrible de les entendre parler de Dustin comme d'un malfaiteur, un cambrioleur, quelqu'un prêt à tuer. Ça avait aucun sens. Tous les soirs, quand Brett rentrait du travail, on s'asseyait et on se repassait le fil des événements. On parlait que de ça en boucle, jour après jour. On n'arrivait pas à penser à autre chose. C'était une obsession. Le jour de Thanksgiving 2002, soit 11 mois après la mort de Dustin, les Weedy sont à nouveau frappés par la tragédie. On m'a appelé. C'était le funérarium. Ils m'ont dit, « Vous savez que Brett est ici ?» Quoi? Comment ça, Brett est ici? Eh bien, Brett s'est suicidé. Anéanti par la mort de son fils adoré, Brett Weedy s'est tiré une balle sur la tombe de Dustin. Les années passent et l'enquête piétine. L'affaire a fini par être classée. Ils n'ont jamais retrouvé l'autre individu. On a passé des années à s'interroger, sans jamais obtenir la moindre réponse. Dustin Weedy est toujours coupable aux yeux de la loi. Je me suis retrouvée toute seule. Brett n'était plus là pour me soutenir. J'ai abandonné. C'était terminé. Honnêtement, j'ai fini par me persuader que j'avais pas de fils. Il était pas mort. Je ressentais rien. Rien du tout. Les Weedy ne sont pas les seuls à avoir atteint le fond du gouffre. En avril 2004, Michael et Tracy Roberts divorcent. Quant aux enquêteurs, ils continuent à se poser des questions. Ils n'ont jamais été convaincus par la version des faits de Tracy. À chaque fois qu'on lui demandait de raconter ce qui s'était passé, elle modifiait son histoire. Elle rajoutait sans cesse des éléments pour essayer de consolider son récit et corriger ce qui ne tenait pas debout. 9 ans plus tard, en 2010, Ben Smith
le tout nouvel avocat du comté, décide de reprendre l'enquête depuis le début. Les zones d'ombre, le manque d'informations, c'est ça qui m'a poussé à m'y replonger. Pourquoi ce gamin s'était retrouvé avec 9 balles dans le corps, dont 3 à l'arrière du crâne? Ben Smith ne croit pas à la version de Tracy, qui dit avoir tiré sous le coup de la panique, accroupie près du coffre. Elle a tiré avec une grande précision. Ce qui, si elle disait la vérité, aurait été impossible. De plus, les plaies de Dustin étaient très caractéristiques. Elles indiquaient que sa tête était déjà contre le sol lorsque Tracy a tiré. Tracy avait toujours soutenu que Dustin représentait un grave danger pour elle et ses enfants. Or, le fait qu'il soit allongé lorsqu'elle lui a à nouveau tiré dessus, c'était bien la preuve qu'il n'était pas en train de se relever. Ben Smith est de plus en plus convaincu que Tracy les mène en bateau avec son histoire de légitime défense. Derrière chaque question, s'en cachaient 3 autres. Il demande à revoir plusieurs témoins afin de passer en revue leur déposition initiale. L'une d'entre eux est Mary Higgins, une amie proche de Tracy. Elle était clairement sur la réserve. Je lui ai dit qu'on disposait de nouveaux indices qui laissaient à penser que Tracy était impliquée. Et Mary nous a répondu « Ah, ce fichu carnet ?» Là, j'ai eu comme un vertige. J'ai même dû m'appuyer contre le mur pendant un instant. Car cette fois, c'était sûr. On avait gagné. On la tenait. À aucun moment, la police avait mentionné le carnet à qui que ce soit. Ignorant l'importance de ce cahier, Mary fait désormais tout son possible pour aider les enquêteurs. Elle leur explique que c'est Tracy qui lui en a parlé. Et elle a également mentionné son ex-mari, le docteur John Pittman. Tracy a dit à Mary que le docteur Pittman allait être arrêté, car les enquêteurs avaient retrouvé un cahier rose dans la voiture de Dustin qui le désignait comme coupable. Personne d'autre que Dustin n'aurait dû le savoir. Suite à cette révélation, Ben Smith envisage un tout nouveau scénario. À l'époque, Tracy se battait bec et ongle contre son ex-mari, John Pittman, pour obtenir la garde de leur fils. Elle a mis au point un stratagème pour lui faire porter le chapeau et être débarrassée de lui. C'est tout. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Dustin ne se doutait de rien. C'était juste un pion. Pour lui, les Roberts étaient des amis. S'il est allé chez eux ce jour-là, c'est parce que Tracy l'avait invité. Une fois arrivée là-bas, j'ignore comment, mais elle a réussi à lui faire écrire ce qu'elle voulait dans ce fameux carnet. C'est après ça que Tracy passe à l'acte. Elle a sorti un pistolet de nulle part, elle l'a visé et elle a tiré. La toute dernière chose qu'il a vue, c'est une amie lui tirer dessus. Tracy a exécuté Dustin, il n'y a pas d'autre mot. Elle l'a exécuté. Tracy place le carnet dans la voiture de Dustin afin que la police le trouve. Puis, elle serre un collant autour de sa gorge pour faire croire à un étranglement. J'ai montré la photo de Tracy sur son lit d'hôpital à un médecin légiste. Et il m'a dit que, vu la marque, c'était impossible qu'elle ait perdu connaissance. À cet endroit, le collant n'aurait pas bloqué sa respiration. Si elle avait menti à propos de ça, elle avait menti à propos du reste. Le 27 juillet 2011, Tracy, qui s'appelle désormais Richter suite à son divorce, est accusée d'homicide volontaire.
Lors du procès, Mary Higgins se présente à la barre. Did the defendant say how she knew there was a pink spiral notebook? She told me that the police told her that it was there. Did she say anything about the pink spiral notebook would prove anything? It would prove that John Pittman did this. That's what she said. That's what she told me. Le témoignage de Mary Higgins était sans équivoque. Lorsque les jurés sont revenus, j'avais l'impression que j'allais me liquéfier. J'espérais de tout cœur qu'on aurait le verdict qu'on voulait et qu'elle allait enfin arrêter de jouer les héros. We, the jury, find the defendant, Tracy Ann Richter, guilty of the crime of murder in the first degree. Tracy est condamnée à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Exempté de tout soupçon, son mari Michael Roberts n'est pas inculpé. Comment a-t-elle pu? Seule une personne détraquée, psychopathe, monstrueuse et diabolique est capable de commettre un tel acte. Au moins maintenant, tout le monde sait. Les gens savent que Dusty n'a jamais fait de mal à quiconque. Mais même si justice a été rendue, ça ne le fera pas revenir. Mona et ses filles apprennent peu à peu à vivre sans Dustin. Mais la route est encore longue. Je l'aimais et je l'aimerai toujours. Plus que tout. Dustin! Je suis persuadée qu'il veille sur moi. Même s'il n'est plus là, il n'a pas disparu. Il fait à jamais partie de moi. Il répondait toujours présent. Il nous aidait, il nous faisait rire. On avait beaucoup de chance de l'avoir comme grand frère. C'était un homme bien, gentil et aimant. Smile. À cause d'elle, notre famille a été détruite. C'est dur de profiter de la vie quand des gens vous manquent.